J'ai démarré l'enregistrement vidéo. Ok, super. Pauline, est-ce que tu peux me confirmer qu'on voit bien la présentation? Je te le confirme. Super. Mon Agi et Aurélien, vous savez prendre la main pour diffuser vos présentations? Oui, a priori, oui, oui. Ouais. Bonjour tout le monde. Okay. Bonjour. 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 On va commencer dans 1 minute. Je vois des gens qui arrivent encore sur le fil. Bon, il est 9h03. Je me suis engagée à ce qu'on commence pas trop tard, donc je vous propose qu'on commence. Bienvenue à tous donc à ce webinaire consacré à la question de l'autoconsommation collective. On va rentrer très vite dans le vif du sujet. Juste quelques mots d'intro. C'est un webinaire qui vous est proposé par la CCI et Horace dans le cadre d'un cycle dédié aux collaborations interentreprises et à l'énergie. Alors pourquoi? Parce que la CCI anime des démarches donc, sur toute la région mandatées par la collectivité pour essayer de favoriser justement les collaborations interentreprises. Et dans ce cadre, un sujet qui monte beaucoup, c'est les questions d'énergie. Donc, c'est pourquoi on a voulu proposer ce thème aujourd'hui sur l'autoconsommation collective. Et on a un autre thème qui est prévu sur la récupération et la mutualisation de chaleur fatale qui sera en novembre. Donc, l'ambition de ce webinaire aujourd'hui, c'est vraiment de faire comprendre aux entreprises qui peut-être ne connaissent pas grand-chose. Je suis une grande béotienne personnellement. Donc, faire vraiment comprendre l'intérêt de l'autoconsommation collective et puis de donner des clés très concrètes pour vous lancer si ça vous intéresse. Quand je dis on depuis tout à l'heure, c'est la CCI et Horace. Donc Horace à qui je vais donner la parole tout de suite, qui est vraiment le bras armé, l'expert énergie sur toute la région pour accompagner les entreprises sur les questions d'optimisation de leur consommation. Avant juste de donner donc la parole à Marion, je vous redis les modalités un petit peu qu'on connaît maintenant. Est-ce que vous pouvez bien couper vos micros
Et pour tout ce qui est des questions, si vous ne connaissez pas Teams, en haut dans la barre d'outils, il y a une petite bulle, vous pouvez cliquer dessus et là, tout au long des interventions, n'hésitez pas à poser les questions et on va essayer de consacrer à l'issue de chaque intervention 5 minutes sur les questions et en fin de webinaire, on reprend un temps d'échange, évidemment. Donc Marion et à très bientôt. Merci Pauline. Alors oui, effectivement, donc moi, Marion Lebouris, chargée de développement pour l'association Horace. Donc comme le disait Pauline, on est une association régionale qui accompagne les entreprises pour la maîtrise de l'énergie. Et donc le sujet du photovoltaïque revient assez régulièrement. On est souvent sollicité par les entreprises parce que voilà, il y a potentiellement le besoin. Je reviendrai un peu plus en détail sur ce sujet, sur le sujet du besoin des entreprises juste après. Et je vais juste vous présenter voilà, le déroulé du webinaire. Donc, on a une introduction de Pauline. Je vais ensuite vous faire une présentation rapide d'Horace, voilà, pour que vous puissiez comprendre aussi toutes les missions de l'association et comment le photovoltaïque peut s'intégrer dedans. Ça sera ensuite la parole donc à Simon Ducasse d'Atlanson, qui nous fera vraiment voilà, une description et une explication de qu'est-ce que c'est déjà l'autoconsommation et l'autoconsommation collective. Voilà, parce qu'il y a quand même plusieurs modèles qui existent et qui ne sont pas forcément simples à comprendre. Donc, ça mérite de passer un temps. Ensuite, on fera un focus du coup sur un projet d'autoconsommation collective, un des premiers projets en France, le projet de partage élect, qui sera du coup développé par l'AMO et on est en présence aujourd'hui de Monsieur Bertin. Et enfin, on passera la parole du coup au CIEMEL, qui a aujourd'hui un projet d'autoconsommation collective sur la zone d'Écouflant, et qui sont voilà, en phase de construction et de développement de ce projet-là. Et donc, c'est intéressant aussi de pouvoir discuter de ces étapes-là et de tout le développement à venir. Puis enfin, on laissera un temps aussi de questions-réponses. Mais n'hésitez pas à les poser en fait tout au long de la présentation dans le chat, comme ça on pourra revenir aussi dessus après les interventions de chacun. Parce que je pense qu'il y a pas mal de sujets et peut-être voilà, d'explications à donner à chaque fois. Donc n'hésitez pas en tout cas. Alors, de mon côté, donc Horace, donc comme je vous disais, on est une association régionale pour la maîtrise de l'énergie. Donc, on accompagne les entreprises de la région à se structurer et à jalonner en fait leur plan d'action pour pouvoir atteindre des objectifs d'efficacité énergétique. Donc, à la fois de réduction des consommations d'énergie, mais aussi de réduction de gaz à effet de serre. On est structuré sous forme de réseau, c'est-à-dire qu'on a un collège d'entreprises consommatrices d'énergie, un collège d'experts et un collège de partenaires. Et notre but, c'est vraiment de pouvoir, au-delà de toutes les formations, les compétences qu'on peut avoir en interne, c'est de pouvoir créer des synergies avec les experts, avec les partenaires, pour faciliter les projets au sein des entreprises. Donc le but, c'est vraiment, bon, je le mets ici, hein, c'est vraiment de transmettre pour que les entreprises acquièrent cette autonomie-là. C'est-à-dire de pouvoir gérer au sein de leur entreprise leur propre projet énergie et de pouvoir développer leur propre plan d'action. Donc pour ce faire, on propose en fait à nos adhérents tout un panel d'outils et de services pour pouvoir optimiser l'exploitation de leurs bâtiments, de leurs process et puis également améliorer leurs usages. Donc ça passe à travers le réseau, c'est-à-dire qu'il voilà, y a toujours ces retours d'expérience, ces échanges entre entreprises, mais aussi avec les experts. On propose un programme d'animation tout au long de l'année, donc c'est des webconférences, des ateliers, des colloques, sur tous les sujets que vous pouvez trouver au sein de la maîtrise de l'énergie, y compris donc le photovoltaïque qui en fait partie, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On met également à disposition une boîte à outils. C'est principalement des outils pour pouvoir détecter, par exemple, les fuites d'air comprimées ou des détecteurs réseau. Donc, c'est du matériel qu'on met à disposition des entreprises et qui permettent voilà, qui leur permet de pouvoir aller chercher elles-mêmes toutes ces petites fuites ou autres et leur permettre aussi d'avoir cette autonomie-là. Et puis au-delà de tous ces outils, on propose principalement en fait un coaching sur mesure, c'est-à-dire qu'en fonction de votre projet, on va pouvoir développer avec vous et le construire en faisant appel ou non à des experts. Donc ça peut être de la formation de référent énergie, ça peut être l'accompagnement au décret tertiaire, ça peut être de la sensibilisation aussi en entreprise. Et puis sur le sujet du photovoltaïque, voilà, on essaye de travailler aussi avec tous nos partenaires, notamment Atlanson, et puis les experts
référencés au sein de notre annuaire qui aborde cette thématique-là. Donc, voilà, c'est un gros sujet, la maîtrise de l'énergie. Le photovoltaïque en fait partie. Ce qu'on essaye de dire principalement en fait, aux entreprises qui nous contactent sur ce sujet-là, c'est que nous, le photovoltaïque, c'est intéressant, c'est-à-dire voilà, à la fois en revente ou en autoconsommation. C'est voilà, à étudier. Mais dans un premier temps, il faut s'assurer qu'il y ait eu des actions d'efficacité énergétique qui soient mises en place. Parce que, par exemple, dans le cadre de l'autoconsommation, on n'a aucun intérêt à investir dans une centrale pour pouvoir consommer de l'électricité qu'on aurait produite sur notre site, si dans un premier temps, on n'a pas fait des actions d'efficacité énergétique qui nous auraient permis d'abord de réduire ces consommations-là. Donc, il y a tout un travail à faire en amont. C'est pour ça que le premier travail s'axe vraiment sur la performance énergétique, bâtiment, process. Et ensuite, on va aller sur des sujets qui sont de la production de sa propre énergie, dont le photovoltaïque. Et donc, très rapidement, puisqu'ensuite je laisserai la parole à Simon, qui abordera aussi tout en détail le modèle de l'autoconsommation. Mais il faut bien comprendre que dans les projets photovoltaïques, on a plusieurs modèles. C'est-à-dire qu'on peut avoir une centrale en revente totale, c'est-à-dire qu'on n'autoconsomme pas du tout l'électricité qu'on produit, elle est réinjectée directement sur le réseau, on a un contrat avec EDF. Et ensuite, on peut avoir le cadre de l'autoconsommation individuelle, où là, on peut être en totale autoconsommation. On peut également investir dans une centrale plus importante, autoconsommer ce dont on a besoin au moment voulu, et le surplus qui serait produit, le revendre à EDF. Donc là aussi, on sera raccordé au réseau, contrairement à l'autoconsommation totale, où là, on est vraiment indépendant. Et enfin, on a le sujet de l'autoconsommation collective, qui là est notre sujet d'aujourd'hui, et qui peut rassembler plusieurs producteurs, plusieurs consommateurs. Voilà, c'est un cadre qui est beaucoup plus complexe, pardon, et qui nécessite voilà, pas mal d'explications. Donc, je laisse maintenant la parole à Simon pour nous aborder voilà, les différents aspects techniques, le cadre réglementaire et puis les perspectives à court terme sur l'autoconsommation collective. Simon, c'est à toi. J'arrête ma présentation. Merci Marion. Bonjour à tous. À toutes et à tous. Donc du coup, Atlancion, en quelques mots, nous on est en fait, dans la chaîne de valeur de l'accompagnement énergétique, on arrive après Horace, comme l'a dit Marion. L'objectif, c'est d'abord de faire de la maîtrise de l'énergie et ensuite de faire de la production. Et là où Horace est positionné sur la maîtrise de l'énergie, nous on est positionné sur la production de l'énergie solaire, donc que ce soit photovoltaïque et thermique. Donc voilà, dans l'ordre des choses, vous allez voir Marion d'abord, vous faites votre stratégie énergétique et après derrière, on va pouvoir vous accompagner, vous informer sur comment on va pouvoir mettre en place du photovoltaïque. Donc ma présentation, l'objectif, c'est, on va pas rentrer dans le détail de tout ce qu'on peut faire avec du photovoltaïque, parce qu'on n'a pas le temps et c'est pas le sujet. On va se focaliser sur un peu l'autoconsommation collective qui est à date, le dernier mode de valorisation de l'énergie qu'on peut produire. Pourquoi je dis à date? Parce que dans le photovoltaïque, tout évolue rapidement de par de la réglementation, de par l'économie qui évolue. La technique, elle change pas beaucoup parce que un panneau que vous vendiez l'électricité, que vous autoconsommez, vous faites de l'autoconsommation collective, c'est la même techno, c'est les mêmes équipements techniques, le réseau c'est le même. C'est vraiment un sujet contractuel, économique et non pas du tout un sujet technique. Alors, attendez, je remets ma présentation. Vous la voyez bouger, c'est bien. Ok, donc voilà, en quelques mots, nous, Atlancion, on est un réseau également, mais dédié à l'énergie solaire. On est 170 membres en Bretagne et en Pays de la Loire, avec le même modèle économique que peut avoir Horace, c'est-à-dire un financement à la fois des membres, à la fois des régions, à la fois des ADEME, pour avoir un regard neutre et pour accompagner les porteurs de projets, que ce soit les collectivités ou les entreprises, dans leurs projets de production. Donc, un petit peu de pédagogie, pourquoi on en est là, pourquoi on arrive à parler de l'autoconsommation collective. Il faut reprendre un peu de recul. En gros, depuis 20 ans, on a deux phénomènes croissants. D'un côté, une baisse des coûts de production des ENR.
dû à des mécanismes de soutien, à de l'innovation technologique. Et on a en parallèle, Marion connaît ça par cœur, une augmentation du prix de l'électricité de par voilà, les contraintes qui existent. Et du coup, voilà, on a vraiment un prix de l'électricité qui augmente. Et du coup, on a ces deux courbes qui se croisent et on atteint la parité réseau. La parité réseau, c'est quoi? C'est le moment où le coût de l'énergie que vous produisez est égal au coût de l'énergie que vous achetez. Et en fait, la traduction concrète de la parité réseau, c'est l'autoconsommation individuelle. C'est-à-dire que vous allez consommer des électrons. Sauf que l'autoconsommation individuelle, vous allez être limité à votre consommation si vous ne réinjectez pas, si vous ne connectez pas au réseau. Et donc, du coup, on va aller plus loin pour développer cette énergie-là, développer ces nouveaux modes de valorisation qui vont vous permettre d'être plus performants et de produire plus d'énergie. Il y a un point qui est important à voir, alors je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les chiffres de ce graphe, mais ce qui est important, c'est que plus vous faites une installation grande, plus votre coût de production de l'électricité va être bas. Pourquoi? Parce que globalement, il y a beaucoup de frais fixes dans les installations photovoltaïques. C'est-à-dire que vous allez déplacer une équipe pour poser des panneaux, vous allez sécuriser. Il y a quand même des coûts variables, le coût des panneaux variable, mais plus vous avez une grande installation, moins le coût unitaire des panneaux baisse parce que voilà, vous achetez en masse. Donc vous voyez, entre tout en haut, c'est une maison individuelle et tout en bas, c'est une très grande installation. On a presque un facteur de x3 entre les installations. Et du coup, voilà, on va avoir des coûts de production qui vont être intéressants. Alors, quand vous voyez le 4,5, personne aujourd'hui n'achète son électricité 4,5 centimes d'euros du kilowattheure. Pourquoi? Parce que dans une facture d'électricité, j'ai pris un exemple, mais il y a 3 grandes composants majeurs que sont donc en bleu tout ce qui va être fourniture. Alors retenez le code couleur parce que je vais le filer dans ma présentation. Donc en bleu, on a la fourniture d'électricité, en gros 40%. 30% c'est le réseau. Et en jaune, on a 35% environ qui est la fiscalité. Et vous voyez, dans la slide d'avant, on était à 4,5 de production. Donc, on est presque équivalent au coût de fourniture. Du coup, ça devient intéressant, mais on est bien au-delà de la parité réseau. Hein. On est à un stade que nous, on appelle la parité marché. Et la parité marché, c'est quoi? C'est le moment où vous, en tant que producteur d'électricité en entreprise, ça va être intéressant pour votre voisin d'aller lui vendre l'électricité et à lui, ça va lui coûter le même prix que s'il l'achetait auprès de son fournisseur d'électricité. Et si on prend le slide de tout à l'heure sur un peu les trois niveaux, quand on part de l'électricité produite et qu'on rajoute donc le coût du réseau et le coût de la fiscalité, voilà, tout en haut, si vous avez une maison que vous voulez vendre l'électricité à votre voisin, on est à 41 centimes. Clairement, là aussi, personne ne paye son électricité 41 centimes en France. On paye bien moins cher que ça. Donc typiquement, ce que je veux vous dire, c'est que sur une maison, l'autoconsommation collective, ça ne fonctionne pas. Économiquement, on n'a pas encore atteint la parité marché. Par contre, si on va sur une centrale de 500 mètres carrés, qui est environ 100 kW de puissance, là, on arrive à 15 centimes d'euros, je dirais tout compris, en énergie livrée chez votre voisin. Et dans la slide précédente, vous vous en souvenez peut-être pas, mais c'était à 15,55. Donc, on a des montants qui sont équivalents. Et du coup, on atteint cette parité marché et on a vraiment une opportunité, un choix pour le producteur de dire ouais, je peux vendre mon électricité à mon voisin si j'ai envie. C'est intéressant. C'est peut-être pas le système économiquement le plus intéressant, mais par contre, en termes de circuit court, de volonté, de partage entre acteurs, là c'est beaucoup plus intéressant. Alors, réglementairement, comment on peut faire, à qui on peut partager dans le cadre de l'autoconsommation collective? Il y a plusieurs niveaux d'échelle. Alors, n'ayez pas peur, je vais rentrer un peu dans le détail. L'autoconsommation collective, classique, standard, le niveau 1, c'est au sein d'un même bâtiment.
Vous allez me dire, en entreprise, un seul bâtiment, c'est un peu compliqué, mais on peut très bien imaginer, voilà, avoir des villages d'artisans, des villages d'acteurs ou un bâtiment avec différentes cellules. Et là, on peut faire de l'autoconsommation collective au sein d'un même bâtiment. Et après, le législateur a introduit des périmètres étendus de l'autoconsommation collective qui, jusqu'à la fin du mois, sont expérimentales et à partir du 1er juillet ne le seront plus, donc seront inscrites dans le droit français de manière durable. Et donc l'autoconsommation collective, aujourd'hui, c'est un périmètre de 2 km entre les producteurs et les consommateurs les plus éloignés. D'accord? Donc, ce n'est pas obligé d'être centré sur le lieu de production ou sur un consommateur. C'est vraiment, en fait, on choisit son patatoïde comme on veut, tant que ça reste dans un rayon de 2 km. Et le principe, c'est quoi? Ben voilà, c'est que, alors vous avez une première option, c'est de dire, je vais d'abord faire de l'autoconsommation individuelle. Pourquoi on fait ça? Parce que quand vous faites de l'autoconsommation individuelle, c'est là où le modèle économique est le plus intéressant, vu que sur cette partie-là, vous n'allez pas avoir de fiscalité, vous n'allez pas payer le réseau. Donc du coup, économiquement, c'est intéressant. Et donc, vous allez pouvoir consommer, par exemple, du lundi au vendredi, si vous êtes un opérateur industriel. Et le samedi et le dimanche, vous consommez moins, et donc vous allez vendre. C'est le petit flux, qui passe par le réseau à votre voisin, et votre voisin va vous rémunérer pour cette électricité que vous lui fournissez. Et bien entendu, en complément, reste la fourniture classique. On est vraiment parallèle à la fourniture classique. Il n'y a pas de risque de coupure et il n'y a aucun bouton à activer. C'est complètement automatisé. La condition nécessaire à tout ça, c'est d'avoir des compteurs intelligents. Tout le monde doit avoir des Linky ou des compteurs PME, PMI. Et en fait, c'est au travers du comptage intelligent qui est proposé par Enedis, qui gère le réseau de distribution, qui va permettre de reconstituer les flux, en gros, de refaire les calculs, de dire, voilà, il y a tant d'électricité qui vient du producteur local, il y a tant d'électricité qui vient du fournisseur. Ça, c'est la première solution. Donc, on fait de la valorisation du surplus. Et après, on a la deuxième solution qui est aujourd'hui moins intéressante parce que ça veut dire que l'ensemble des électrons passent par le réseau, donc vous devez payer plus de réseau, ce qui est normal, vous l'utilisez. Typiquement, ce système de valorisation totale, imaginons une zone d'activité où on a une ombrière partagée au milieu sur une zone de stationnement et l'ombrière arrose l'ensemble des bâtiments de la zone d'activité. Et là, voilà, on partage l'électricité et chaque consommateur va acheter de l'énergie à ses clients. Vous voyez des petits BT un petit peu partout. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous regardez bien, attention, parce qu'on va jouer au jeu des 7 différences avec la slide suivante. Aujourd'hui, on est limité tant en production qu'en consommation à la basse tension. Donc, si vous êtes une entreprise qui est en tarif vert ou en haute tension, vous ne pouvez pas vous inscrire dans une opération d'autoconsommation collective. Et si vous voulez faire une ombrière qui fait 500 kg, rappelez-vous, plus on fait gros, plus on baisse les coûts, vous ne pouvez pas. Donc du coup, c'est compliqué parce que ça induit des limites à la fois de potentiel de consommation et de potentiel de production. Donc, à partir du 1er juillet, hop, attention, magie, jeu des 7 différences, à partir du 1er juillet, le système sera exactement le même, sauf que cette limite de la basse tension va disparaître. Donc du coup, les entreprises, alors on n'a pas fait un tour de table parce qu'on est un peu trop nombreux, mais même si vous êtes des entreprises qui êtes en consommateur en sous-tirage en haute tension, vous allez pouvoir vous inscrire à la fois en consommateur et en production dans des opérations d'autoconsommation collective. Donc en fait, on simplifie et on élargit le périmètre au fil du temps. La question qui est importante de comprendre dans l'autoconsommation collective, c'est que, j'ai dit, Enedis devait reconstruire les flux, on a des acteurs, des producteurs, des consommateurs. Il faut quand même un peu gérer tout ça, gouverner ces projets-là. Et la gouvernance, c'est une des missions de la PMO. Alors, la PMO, c'est quoi? Alors, c'est pas Project Management Officer, pour ceux qui font de la gestion de projet. C'est l'acronyme pour personne morale organisatrice. Et la personne morale organisatrice, c'est une entité qui est obligatoire pour pouvoir créer une opération d'autoconsommation collective et qui va relier en son sein l'ensemble des producteurs et des consommateurs et qui va être l'interlocuteur unique d'Enedis pour veiller aux échanges d'énergie.
en résumé, de manière un peu caricaturale, en gros, son métier, c'est d'avoir les clés de répartition qui va dire, voilà, quand je produis, j'envoie tant à lui, tant à lui, tant à lui. Il envoie ses règles à Enedis. Enedis prend les montants qui sont produits, qui sont consommés, applique les règles de calcul et renvoie à l'ensemble des fournisseurs, des parties prenantes, les bonnes consommations à facturer. Ce qui est important, c'est que la nature de la PMO est complètement libre, donc c'est-à-dire que ça peut être l'association de développement économique de la zone d'activité, ça peut être une SCI que une SCI que vous créez, une SKIC, ça peut être Horace, ça peut être Atlansen, ça peut être la Chambre de commerce et d'industrie, il faut juste avoir envie, hein, mais ça peut être n'importe quel type de personne morale. Et la relation entre les participants et la PMO l'est aussi. C'est-à-dire que vous pouvez être adhérent d'une association, vous pouvez être actionnaire du LCI, vous pouvez être membre d'Atlansen, ressortissant d'une chambre de commerce et d'industrie. Et un point sur lequel on a travaillé au sein de Smile, nous sommes partenaires de Smile, qui est un réseau autour de des réseaux intelligents. En fait, on a fait une analyse juridique et on peut aussi, cette relation, cette liaison entre producteurs et consommateurs peut être contractuelle. Vous allez dire, c'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est que vous n'avez pas besoin de créer d'assaut, vous n'avez pas besoin de créer de structure. S'il y a déjà un opérateur, ça pourrait être le CIEMEL, ça pourrait être d'autres syndicats d'énergie, ça pourrait être Atlansen. En fait, vous avez juste à signer un contrat et c'est cette PMO-là, cette structure-là, qui va dire, oui, moi, je suis PMO pour, et vous allez dire, oui, moi, je reconnais telle structure comme PMO. Pourquoi c'est important? Parce que gérer une société, gérer une asso, mine de rien, ça coûte de l'argent. Si vous le faites au niveau d'une entreprise, on ne mutualise pas les coûts. Ce que je vous évoquais tout à l'heure, hein, sur l'aspect coût, il faut être bien conscient qu'aujourd'hui, l'autoconsommation collective, c'est pas, on ne fait pas ça pour l'argent. Parce que le modèle économique est encore serré. Mais en optimisant tous les sujets, en industrialisant, et Aurélien reviendra après dessus, on va pouvoir optimiser et gagner en efficacité, en efficience sur les coûts d'exploitation d'une opération d'autoconsommation collective. Aujourd'hui, si je vous ai dit que l'autoconsommation collective est possible, ça reste encore difficile et le principal frein, il est économique, je ne m'en cache pas. Et surtout, il est sur la sécurisation du producteur. Pourquoi? Quand vous faites du photovoltaïque dans le cadre d'une obligation d'achat ou d'un appel d'offres, vous allez signer un contrat avec l'État qui va vous garantir une modalité d'accompagnement pendant 20 ans. Aujourd'hui, l'autoconsommation collective, il n'y a aucune aide. C'est vraiment du marché, c'est la libéralisation de l'énergie. Donc, il n'y a aucune aide, aucun soutien, aucune garantie pour le producteur. Donc, si vous êtes producteur, vous vous installez, vous vendez à votre voisin. Dans 5 ans, le voisin dit, écoute, moi, c'était bien sympa, c'était super bien, mais moi, j'ai besoin de m'agrandir, je déménage. Mais si vous n'avez pas d'autres clients dans votre réseau de 2 km, je dirais que vous avez un peu que vos yeux pour pleurer. Alors, vous allez pouvoir le vendre sur les marchés, mais économiquement, ça devient très compliqué. Donc, c'est pour ça aussi que le modèle qu'on voit, c'est beaucoup d'autoconsommation individuelle et du surplus en autoconsommation collective. Et il y a aussi, vous allez rentrer dans tous les mécanismes du marché de l'électricité, donc avec la responsabilité d'équilibre, les collectes de fiscalité. Il y a plein de sujets qui sont à maîtriser parce que vous allez devenir un opérateur au même titre que les fournisseurs sur le marché de l'électricité. Et c'est vrai que ce critère de 2 km, il est assez contraignant parce que c'est une zone d'activité, mais ce n'est pas une très grande zone d'activité. Donc si vous êtes au sud d'Angers et que votre client il dit moi je déménage au nord d'Angers, mais ça m'intéresse d'acheter, vous ne pouvez malheureusement pas le faire. Ça, c'est la situation aujourd'hui. La situation demain, elle va beaucoup se simplifier. Pourquoi? Parce que le législateur est en train de faire évoluer le cadre de l'arrêté tarifaire. Donc l'arrêté tarifaire, c'est le dispositif qui permet de définir les modalités d'achat de l'énergie. Donc on pourra y revenir dessus parce que il y a énormément de changements, à la fois sur la vente, sur l'autoconsommation, et en particulier, c'est des grosses opportunités pour les entreprises, mais on en reparlera. Mais la grosse opportunité pour l'autoconsommation collective, c'est que maintenant, l'autoconsommation collective va être intégrée au sein
de l'arrêté tarifaire. Et qu'est-ce que ça va faire ça? Ça va sécuriser le producteur. C'est-à-dire que dans le cas que je reprenais tout à l'heure, votre producteur, si vous vendez à votre voisin, tranquillement, il vous dit je déménage, ben, vous n'avez plus vos yeux pour pleurer, vous dites ok d'accord, ben, vous déménagez, c'est pas grave, je vends dans le cadre de l'obligation d'achat et j'ai sécurisé mon investissement. Les critères techniques augmentent aussi, donc du coup, le passage en HTA va vous permettre d'avoir plus de clients, plus de consommateurs et des coûts de production plus élevés. La géographie va s'étendre. On a déjà une opportunité qui est dérogatoire pour avoir 20 km en zone rurale, mais clairement, le sens de l'histoire fait que ça va s'étendre. On va pouvoir aller de plus en plus loin. Et pour l'aspect lourdeur administrative qu'est la PMO, la gestion de la vie de l'opération, voilà, il y a ce que j'ai évoqué autour de la PMO mutualisée, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir des opérateurs qui vont simplifier la vie du porteur de projet, et c'est la raison d'être d'Atlansen et de Smile. Enfin, vous allez simplifier la vie du porteur de projet en apportant voilà, cette solution de contractualisation. Alors, attention, ce n'est pas une solution qui sera gratuite parce que ben, derrière, il y a du travail, donc ça pourrait être porté voilà, par plein d'acteurs, mais ça sera de toute manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus intéressant que les situations actuelles. Voilà. Donc en guise de conclusion, l'autoconsommation collective, c'est déjà possible aujourd'hui. Il faut commencer à y réfléchir et vraiment il va y avoir un accélérateur. Alors, je n'ai pas dit l'arrêté tarifaire, il est en notification de la Commission européenne. Normalement, il va arriver avant l'été, donc en gros 3 semaines. Dans les 3 semaines, mais voilà, dans les projets, il faut considérer qu'à partir de maintenant, vous pouvez réfléchir à des projets, vous serez soutenu, vous serez accompagné et surtout vous serez sécurisé sur le long terme. Je vous remercie pour votre attention et je reste à votre disposition si vous avez des questions. Merci Simon. Je vois pas de questions sur le fil. C'est le moment de les poser si vous le souhaitez. D'autant que Simon ne peut pas rester avec nous jusqu'à la fin, donc c'est maintenant ou jamais. Moi, j'en ai 3 petites, Simon, si ça vous dérange pas. Quand vous parlez de PMO, qu'est-ce qui se passe si la structure choisie au moment du lancement de la démarche change? Est-ce que c'est possible de changer dans le temps de PMO? Oui, c'est complètement possible de changer de PMO dans le temps. En fait, le législateur a laissé le système complètement ouvert. Donc, en gros, il faut juste qu'à tout instant, vous soyez au sein d'une PMO, mais son statut et son rattachement, ça ne pose pas de problème. Il n'y a pas eu encore d'exemple de changement de PMO. Aurélien pourra peut-être revenir dessus. Moi, j'en ai pas. C'est jamais arrivé. L'autoconsommation collective, hein, c'est récent, ça n'a que quelques années. Donc pour l'instant, c'est possible, mais ça s'est jamais vu. Et en parallèle de ça, quels sont les engagements que les différentes structures qui sont intéressées doivent prendre au moment de la contractualisation? Justement sur la durée de l'engagement respectif, ou est-ce qu'il faut assurer justement qu'on ne va pas déménager avant tant de temps, qu'on va absolument consommer tant en termes d'engagement? Voilà. Pareil, en fait, vous êtes complètement libre. En fait, la relation contractuelle financière entre le producteur et le consommateur est complètement libre. C'est-à-dire que vous pouvez vous engager à consommer sur 20 ans contractuellement pour un prix inférieur. Alors, si vous êtes des entreprises, hein, si vous êtes une collectivité, il faut quand même respecter le code des marchés publics. Mais pour les entreprises, en fait, vous pouvez complètement choisir. Vous pouvez très bien voilà, la durée, les modalités de dire mais moi je vous facture 4 les jours pairs et 5 les jours impairs. Si vous avez envie, vous pouvez le faire. Voilà. Les heures pleines, heures creuses, vous avez la liberté. Vous pouvez dire ben moi je vous vends l'électricité à 4 la semaine et à 3 le week-end. Voilà. En fait, on fait exactement ce qu'on veut. La grille tarifaire, on la construit comme on veut. Et si vous voulez dire ben moi, en fait, je m'en fiche de l'électricité, voilà, en gros, j'ai fait ma centrale, j'ai pas besoin d'argent parce que j'atteins mon équilibre et je veux aider mon voisin à se développer, vous pouvez lui donner aussi. Il n'y a pas d'obligation de vendre. Par contre, quand vous lui donnez que la part fourniture, que le bleu.
il faudra quand même qu'ils payent le réseau et la fiscalité. Mais il y a ces modalités-là aussi qui sont possibles. Par exemple, c'est des sujets qu'on travaille sur l'aspect implication, en gros, les logiques RSE des entreprises, où il y a des entreprises qui donnent du travail à des ateliers d'insertion, passent des commandes, mais pourraient aussi leur fournir l'électricité pour faire les commandes. Ok, merci. Entre-temps, du coup, il y a une question de Fabien. Quid d'une autoconsommation entreprise-collectivité ou entreprise-collectivité-habitant? Alors, on fait, pareil, ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on peut, le type de producteur, le type de consommateur est complètement libre. Donc, on peut avoir au sein de la même opération d'autoconsommation collective des entreprises, des collectivités, des habitants. Encore faut-il qu'ils habitent au sein du rayon de 2 km. Mais Aurélien reviendra dessus et il vous illustrera ça. Après, côté collectivité, il va falloir respecter le code des marchés publics. En fait, ce qui est intéressant, c'est de trouver un équilibre entre les profils de consommation et les montants des consommateurs. Par exemple, c'est vrai qu'un particulier, il va consommer le week-end, il va acheter son électricité beaucoup plus cher qu'une entreprise. Par contre, il ne va pas beaucoup consommer. Donc, on peut imaginer d'avoir alors, c'est des situations un peu, je ne sais pas si ça existe en vrai, mais alors une grosse entreprise qui est entourée de logements, et du coup, voilà, elle va arroser son voisinage le week-end, et du coup, c'est intéressant parce elle va produire l'électricité moins chère, et les gens achetant plus cher, ça va être plus intéressant pour eux. Donc, on peut mélanger tous les types. La seule contrainte, c'est qu'il faut que l'ensemble des acteurs soient reliés au sein de la PME. Ok, merci Simon. Deux dernières mini-questions. Très pratico-pratique. Si j'ai une toiture de 100 mètres carrés, on parle de quel niveau d'investissement pour l'installation de panneaux? Alors, 100 mètres carrés, il faut que je fasse j'ai mon calcul à 500, mais en gros, 100 mètres carrés, 1 kilo. ouais, c'est 20 000 euros. Alors, c'est un peu plus de 20 000 euros, ça va être, je dirais, entre 25 et 30 000 euros le système solaire. Uniquement, c'est-à-dire qu'on peut avoir aussi, il y a deux coûts qui sont complémentaires qui vont rentrer en compte. C'est le renforcement de charpente, si la structure n'est pas à même de soutenir l'installation, qui peut être des coûts rédhibitoires pour le projet. Et le deuxième coût, c'est le coût du raccordement. Sauf que là, en termes de profil de consommation, en industrie, on va raccorder des systèmes de production sur des systèmes de soupirage qui sont importants. Donc en gros, vous avez déjà un gros tuyau électrique qui va arriver et vous allez pousser l'électricité dans ce gros tuyau. Donc dans le cas de la vente, c'est souvent le cas. Il n'y a aucune généralité, mais il peut ne pas y avoir de coût de raccordement excessivement élevé. Voilà. C'est aucune généralité, ça sera à étudier au cas par cas avec Enedis qui vous fera un devis pour ces coûts-là. Pauline, ton micro est coupé. Pardon, excusez-moi, je vois qu'il est déjà 9h40, donc peut-être on peut s'arrêter là pour les questions dans un premier temps. Merci beaucoup Simon. Merci beaucoup. Voilà, n'hésitez pas, et puis je laisse entre les mains d'Aurélien qui va vous faire un petit retour d'expérience. Aurélien, n'hésite pas à prendre la main du coup. Ouais, j'essaie de partager du coup mon écran. Ça devrait être le cas. Hop. Oui. Normalement, ça devrait être bon. Oui, c'est bon, merci. Super. Bonjour à tous. Donc, je me présente, donc Aurélien Bertin. Donc, je suis consultant indépendant dans le domaine de la transition énergétique. J'accompagne principalement des collectivités, mais également des entreprises. Et aujourd'hui, donc, j'interviens avec cette double casquette, à la fois de consultant, mais également de membre du conseil d'administration d'Atlanson. Voilà. On est donc avec mon associé Christophe Dupérier, présent sur Rennes, et donc principalement au service, comme je le disais, des territoires, pour des logiques d'industrialisation et de massification du développement des énergies renouvelables, principalement des sujets solaires. Et donc ce matin, voilà, je vais vous faire un focus spécifique sur un des projets de nos clients, en l'occurrence Morbihan Énergie, qui a
donc expérimenté au travers de son projet Partage Elec. La mise en place non pas d'une seule opération d'autoconsommation collective, mais également de 15 projets d'autoconsommation collective à l'échelle du département. Et donc, je vais vous donner quelques clés, quelques retours d'expérience, également pour venir compléter ce que disait Simon et peut-être vous donner envie de passer le pas de ce mode de partage d'électricité. Voilà. Donc, sur l'autoconsommation collective, qu'est-ce qui motive finalement les acteurs et qu'est-ce qui vous motive, vous, potentiellement, en tant qu'entreprise? Simon l'a un peu rappelé, c'est la logique de s'engager de manière concrète. Alors, quand on passe de consommateur à producteur, en anglais, il y a un joli petit mot qui parle de ça, qui est le prosumer, qui est la contraction entre un producer et un consumer. Voilà. Et en français, on a trouvé consommateur. Et ça sonne un peu moins bien que prosumer, mais ça donne cette idée-là. C'est que finalement, vous engagez concrètement. La première chose, c'est déjà de consommer de l'électricité verte qui soit produite localement. Ça, c'est un des grands avantages de l'autoconsommation collective. Et si j'étire un petit peu ça, selon ce qu'a dit Simon tout à l'heure, cette électricité verte produite localement n'est pas nécessairement à votre charge en termes d'investissement. La plupart des projets que l'on peut voir sur le territoire, de la Bretagne et des Pays de la Loire, sont des projets qui sont aujourd'hui portés par des collectivités territoriales. Les projets qui peuvent être portés par des entreprises peuvent l'être par des regroupements d'entreprises, par des associations aussi d'entreprises à l'échelle d'une zone d'activité. Et donc, il y a cette logique-là également dans l'autoconsommation collective, c'est de ne pas forcément être l'investisseur unique. Voilà. En tout cas, c'est une des possibilités qui vous est offerte. Et donc, soit vous pouvez vous-même être partisan d'une autoconsommation collective, soit également vous pouvez, avec les cellules de développement économique de vos territoires, travailler à manifester votre intérêt en tout cas pour cette consommation d'électricité verte qui soit produite localement. Et donc, si je pousse ça un petit peu plus loin, le deuxième point concret qui motive les participants potentiels, c'est de soutenir l'initiative du territoire. Donc là, je reprends un peu cette dualité, soit vous êtes effectivement un territoire qui vient proposer un projet d'autoconsommation collective et qui peut vous intéresser uniquement en tant que consommateur, mais vous avez également l'inverse où vous-même, vous pouvez dire, nous, en tant qu'entreprise, on souhaite pouvoir mettre en place cette initiative du territoire, et donc vous cherchez des acteurs qui vont venir vous aider à soutenir cette initiative-là en local. Voilà. Et un dernier point qui est, somme toute, extrêmement important, surtout quand vous êtes consommateur, c'est que, Simon l'a également rappelé, en fait, le changement pour vous, il est assez limité. Alors, les contraintes sont extrêmement faibles en termes de prise de participation dans un projet d'autoconsommation collective. Néanmoins, il y a un pas qui est extrêmement concret, c'est que vous participez à votre échelle à cette logique de transition énergétique. Des fois, effectivement, on se figure que ça peut être des investissements qui sont extrêmement importants, des pas qui sont à franchir, qui sont assez importants également. Eh bien, pas nécessairement. Si vous n'êtes pas investisseur, vous pouvez être également juste consommateur. Et dans ce cas-là, le changement pour vous, il est extrêmement faible. Il peut même être extrêmement profitable. Je prendrai un exemple après avec la dynamique de Morbihan Énergie, mais d'autres territoires ont choisi des dynamiques un tout petit peu différentes. Voilà, l'intérêt quand vous mettez en place du photovoltaïque dans une autoconsommation collective, c'est qu'un kilowattheure produit par une centrale photovoltaïque, vous connaissez exactement son coût de production à horizon 20, 25 ans, voire 30 ans. Donc effectivement, sur un modèle aujourd'hui où on se projette dans des évolutions de prix de marché qui peuvent être extrêmement volatiles, le gros intérêt d'une installation photovoltaïque, c'est que finalement, vous maîtrisez, dès sa création, l'ensemble des coûts que vous aurez sur sa durée de vie. C'est quelque chose qui est très capitalo-intensif, donc finalement qui requiert beaucoup de capital et très peu de frais d'exploitation. Donc une fois que le capital est sorti, il n'y a vraiment plus beaucoup de mauvaises surprises. Donc ça, c'est effectivement un point très important dans la logique de l'autoconsommation collective, appliquée bien entendu au photovoltaïque. Sur le contexte actuellement en France, vous avez 50 opérations qui sont en activité. Donc vous voyez, actuellement, on en a accompagné près de 16, donc une bonne partie de ces projets-là. Le retour que l'on peut avoir, effectivement, c'est que ce sont souvent des projets qui ont mis un petit peu de temps à se mettre en œuvre, mais pas tant de temps que ça. En moyenne, il a fallu à peu près 1 an et demi pour les premières opérations, le temps de les initier, de mettre en place l'installation et d'engager l'ensemble des consommateurs. Versus à peu près un temps d'1 an qui aurait été nécessaire pour mettre en place un projet photovoltaïque. Vous voyez, c'est aussi quelque chose qui peut se mettre assez vite en œuvre. La moyenne par opération, donc ça sont des données qui sont fournies par Enedis, on a à peu près 12 consommateurs, en moyenne 2 producteurs, et vous voyez, les puissances d'installation, elles sont de 2 MW.
Ça peut paraître très important, parce que 2 mégawatts aujourd'hui, ça fait à peu près 2 hectares de photovoltaïque par opération, tout simplement parce que l'autoconsommation collective n'est pas sanctuarisée au photovoltaïque. C'est une des opportunités pour valoriser votre électricité photovoltaïque, mais ce n'est pas la seule source qui est disponible dans le cadre de ces opérations-là. Voilà. Donc, pareil, vous avez retrouvé dans le cadre des présentations, puis dans la suite, des petits acronymes. L'autoconso collective, aujourd'hui, son petit acronyme, c'est l'ACC. Vous voyez, c'est encore un des acronymes très, très particuliers, mais voilà, pour vous aider à vous y repérer. Et donc, l'exemple que je vous montrais juste après, c'est celui de la ville de Pénétin. Alors, Pénétin est située à la frontière entre la Bretagne et les Pays de la Loire. Elle est dans une intercommunauté des Pays de la Loire, mais pour autant en Bretagne. Et donc, elle a, avec Morbihan Énergie, qui est donc un syndicat départemental d'énergie, donc un acteur public, ils ont été ensemble des pionniers nationaux. J'ai la chance d'accompagner ce projet-là en tant qu'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et donc, on avait fait partie des 4 premiers territoires qui ont été retenus au niveau national pour expérimenter ce sujet, l'autoconsommation collective. Ça date de 2017. Et donc, l'opération que je vous montrerai après, effectivement, elle a été inaugurée en mars 2018. Donc, on a déjà un bon retour d'expérience avec 3 ans derrière nous. Voilà. Donc, tout ça pour dire, Morbihan Énergie ne découvre pas ces sujets-là. Et nous-mêmes, ça fait effectivement quelques années que l'on travaille de manière concrète dessus. Donc, pour zoomer sur Partage Élec, donc Partage Élec, c'est tout simplement, ça veut dire ce que ça veut dire, on partage de l'électricité. C'est donc une initiative qui est mise en place par Morbihan Énergie. Donc, pour rappeler, c'est un acteur public qui regroupe l'ensemble des communes aujourd'hui du territoire du Morbihan et quelques intercommunalités. Et donc, Morbihan Énergie a déposé une demande de financement auprès de l'Union européenne au travers d'un fonds de soutien qui a ensuite permis de gommer la différence, dans ce que vous montrez Simon, entre le coût de production des installations photovoltaïques et finalement le prix de marché, de telle sorte à pouvoir proposer à l'ensemble des participants de ces opérations un coût du kilowattheure qui soit le plus compétitif possible. Avec une promesse qui essaie d'être tenue le plus possible, c'est de faire en sorte que les participants finalement ne perdent pas d'argent en participant à l'opération, qu'ils ne payent pas plus cher que ce qu'ils payent actuellement. Et donc, il y a aussi une autre forme, et dont on reparlera après, c'est que l'engagement il est pris sur la durée. Et donc, ce qui fait que les acteurs savent qu'ils sont protégés pour au moins 20 ans sur peut-être une partie de leur facture d'électricité, mais c'est toujours intéressant d'avoir au moins une partie qui ne bougera jamais. Voilà. L'initiative de Morbihan Énergie, c'est une initiative publique, donc elle est forcément au service des communes, et donc c'est pour ça que l'ensemble des projets aujourd'hui sont réalisés sur le territoire. Toutes les installations, donc si vous voulez, on a un peu une banque aujourd'hui de possibilités d'implantation. On teste des toitures, des ombrières de parking, des installations posées sur armature métallique qui viennent protéger vos parkings, des systèmes de tracker, donc un système photovoltaïque posé sur un axe qui est orienté nord-sud, est-ouest. Voilà. Des systèmes qui sont au sol. Voilà. On a toutes ces possibilités d'implantation qui ont été testées dans le cadre du projet Partage Élec. Et donc, on les a disséminées sur l'ensemble du territoire. Donc, Morbihan Énergie nous a choisi pour les accompagner dans cette mise en œuvre-là. Le fait de faire 15 opérations d'autoconsommation collective, la logique derrière, c'est d'industrialiser tout ce qui est fonction support et tout ce qui permet d'économiser encore, de faire en sorte que le modèle soit le plus économiquement viable demain. Simon en a parlé, on n'a pas encore totalement atteint la parité marché. On n'arrive pas à faire en sorte de produire du kilowattheure photovoltaïque qui soit réellement compétitif avec le coût moyen, avec le prix moyen du marché européen d'électricité. Néanmoins, on y est presque, on va y parvenir. Donc là, l'Union européenne, elle gomme cette différence-là. Et au-delà de ça, la volonté, c'est de dire on industrialise tout ce qui est conception, réalisation, exploitation, maintenance, de telle sorte à ce que ce soit extrêmement carré. Donc ça, c'est de la méthode. Et en tout cas, en tant qu'entreprise, bien sûr, vous comprenez cette logique d'optimisation et d'industrialisation. Un petit détail particulier aussi, c'est que donc, dans le cadre des projets, Morbihan Énergie est personne morale organisatrice. C'est le syndicat en tant que tel qui a cette relation contractuelle avec l'ensemble des participants. Donc, c'est un PMO unique sur l'ensemble des opérations. Et donc, pour revenir sur le calendrier, je vous en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, je parle à peu près d'un délai d'un an, 1 an et demi. Aujourd'hui, le délai compressé, c'est celui d'un peu moins d'1 an. D'abord, il faut définir un périmètre. Il faut qu'on place tous ces participants potentiels. On met notre diamètre de 2 km, donc un cercle avec un diamètre de 2 km, qu'on peut faire bouger pour positionner, pour essayer ensuite d'aller recruter l'ensemble des participants potentiels, de collecter leurs données, et donc de valider qu'effectivement, ils peuvent prendre part à l'opération. Et donc ça peut paraître extrêmement trivial, c'est pas très compliqué à mettre en œuvre,
mais néanmoins, il faut le faire. On va vérifier que tout le monde est à l'intérieur du cercle qui est prédéfini. Ensuite, il y a une étape de conception et de réalisation de la centrale photovoltaïque. Donc là, il faut faire les études, les demandes d'autorisation au titre d'urbanisme, la demande de raccordement. Ensuite, il faut installer la centrale, la construire, livrer et mettre en service. Et une fois que la mise en service est faite, elle peut être inscrite à l'opération de l'autoconsommation collective. Pour rappel, là, je parle d'une centrale photovoltaïque. On peut avoir sur une opération d'autoconsommation collective plusieurs producteurs. Rien ne vous en empêche. La seule contrainte, c'est qu'il ne faut pas dépasser une puissance totale de 3 MW. On a quand même un peu de la marge d'ici là à atteindre 3 MW. Voilà. Ensuite, donc, il y a une étape juridique qu'il faut pouvoir passer. Là, vous définissez la personne morale organisatrice. Vous définissez aussi les règles de conventionnement entre les différentes parties. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est plus un sujet qu'on découvre. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est bien cadré, bien établi sur l'ensemble des territoires. Et puis là, à ce moment-là, vous pouvez réaliser ce qu'on appelle un bilan énergétique. Alors, c'est là où l'intérêt de l'exercice aussi dans l'optimisation, c'est d'aller chercher aujourd'hui des compétences qui permettent de faire du bilan énergétique de manière extrêmement rapide et simplifiée. Tout ça pour dire, voilà, je répartis la production, je vois qui va consommer quoi dans mon installation, dans mon opération d'autoconsommation collective. Et du coup, je sais à l'avance aussi dire, voilà, cette production, elle est répartie de telle manière entre les différents participants. Et ça, effectivement, pareil, hein, au début, on a découvert, aujourd'hui, c'est très bien défini en termes de méthodologie et de mise en œuvre. Puis une fois que tout ça est fait, on vient revoir les différents participants. Si c'est bon, tout le monde est prêt, merci d'avoir donné votre consentement. On appuie sur le bouton, on lance l'opération. Et donc là, il s'est passé à peu près 1 an entre la définition du périmètre et le lancement de l'opération. Et donc, pour lancer l'opération, bien entendu, il faut que tout l'ensemble de l'opération soit déclaré auprès d'Enedis. Et donc, la personne morale organisatrice signe avec Enedis une convention d'autoconsommation collective qui fait partie des pièces qui sont nécessaires pour le projet. Donc, vous voyez, ça peut être quelque chose qui peut être vu comme compliqué. Pour autant, une fois que c'est bien décrit, bien analysé, tous les process sont en place, ça reste quelque chose de simple. Et donc, pour terminer, un retour d'expérience concret, parce que je sais que c'est ça aussi qui vous permet d'être extrêmement parlant. Sur Pénétin, donc vous voyez la photo qui est ici, ce sont les ateliers municipaux. La couverture a été amiantée, donc elle a été reprise, dépose de la couverture amiantée, repose d'un bac acier. Et donc, vous avez une installation photovoltaïque qui a été mise ici. 40 kW de puissance, donc pour faire le ratio avec la surface, il suffit de multiplier par 5. Donc là, on a un peu plus de 200 mètres carrés de toitures qui sont couvertes. C'est pas orienté plein sud, hein, c'est orienté légèrement sud-ouest. Donc vous voyez, on n'a pas forcément cherché le plein sud, on a suffisamment de production. Et donc ça, c'était la première version dont parlait rapidement Simon tout à l'heure, où il fallait que tous les participants soient à proximité immédiate. On n'avait pas encore ce diamètre de 2 km, mais il fallait que tout le monde soit raccordé au même poste HTABT, au même poste de transformation. C'était un petit peu compliqué du coup à l'époque. Et donc les ateliers, donc on est allé faire du porte-à-porte auprès des entreprises. Donc vous voyez, donc les ateliers municipaux, il y a aussi une garantie, c'est que demain ils ne vont pas trop bouger, hein, la commune ne devrait pas disparaître normalement. Et donc on est allé chercher 13 consommateurs, 2 restos, 2 entreprises de maçonnerie, un charpentier menuisier, il y a même un particulier, vous avez un magasin d'électroménager. Tous ces gens-là participent à l'opération et ont décidé au début, découvert ce sujet-là, et aujourd'hui, pour vous dire, ils s'en revendiquent. C'est-à-dire qu'ils disent, ouais, nous c'est bien aussi de montrer qu'on utilise de l'électricité qui est produite localement et on l'utilise dans tous nos process. Voilà. Les chiffres clés, et ça c'est effectivement un point qui peut vous intéresser, donc les ateliers autoconsomment de manière sur leur propre consommation, donc un peu plus de 10%, 11% de la production de l'installation photovoltaïque, ce qui veut dire qu'un tout petit peu moins de 90% de l'électricité est partagée, ce qui est quand même effectivement assez important. Et ces 90% sont partagés entre tous les voisins qui consomment quasiment toute cette électricité qui est partagée. On a un tout petit reliquat, quelques périodes de l'année, c'est 4% de la moyenne annuelle de toute la production, qui n'est pas consommée par ni les ateliers ni les participants, et qui est racheté par un ERCOP. Tout est bien cadré dans cette logique-là. Et donc, pour vous donner aussi un autre ordre d'idée, les 200 mètres carrés qui sont posés ici représentent l'équivalent de 20% de la consommation annuelle de 13 consommateurs plus les ateliers municipaux. Donc, vous voyez que 200 mètres carrés suffit à être extrêmement significatif dans l'ensemble de la consommation d'électricité de tous ces participants-là. Et donc, l'axe qui a été pris par Morbihan Énergie sur ce cadre-là, en tout cas, c'est un sujet
sur lequel il peut être très intéressant de réfléchir en tout cas et de prendre une décision. Celle de Morbihan Énergie était très claire, c'est de dire le prix de vente il va être inférieur ou égal à celui que vous payez d'ores et déjà, il va être le même pour tous les acteurs et surtout il va être le même pendant 20 ans. Ça c'est quand même un point extrêmement important et toutes les opérations en France n'ont pas choisi ça, mais c'était le choix de Morbihan Énergie de dire voilà, on vous garantit ce prix ne bougera pas, la part fourniture ne bougera pas pendant 20 ans. Ce qui veut dire que c'est quand même un axe, voilà, ça ne représente pas beaucoup, hein, c'est quelques centaines d'euros par an au maximum pour les participants, mais au moins on sait que voilà, ça on ne prendra pas 2 ou 3 ou 4% par an sur cette partie de la facture d'électricité. Écoutez, n'hésitez pas à poser des questions si vous le souhaitez, ou en tout cas à reprendre contact avec nous via Atlanson ou via Horace, si vous voulez de plus amples précisions sur ce type d'opération. Merci beaucoup Aurélien, c'était très concret. Effectivement, on a une question de Céline de l'INRAE. Comment peut-on gérer une consommation avec un fort pic de septembre à décembre? C'est-à-dire en termes de décalage peut-être de consommation, je pense. En fait, quand vous avez une consommation qui va être extrêmement importante sur une certaine période de l'année, l'objectif va être de voir comment est-ce que vous pouvez faire varier cette consommation-là, ou en tout cas aussi définir des règles de partage de l'électricité qui vont être adaptées à ces comportements-là. Donc, si vous voulez faire varier cette consommation, vous allez pouvoir soit travailler sur votre process industriel en tant que tel, de manière à essayer d'optimiser le pic de ces consommations-là que vous allez avoir, soit vous allez chercher aussi un système de production qui va vous assurer une production qui va peut-être être un peu plus optimisée à cette période-là de l'année. Je pense par exemple à un système sur tracker qui peut peut-être être plus adapté parce qu'il va continuer à produire de manière beaucoup plus importante en termes de quantité d'énergie, y compris sur une période de fin d'année. Et le dernier sujet, c'est que vous pouvez essayer de dire entre tous vos participants, moi j'ai une consommation qui est forte de septembre à décembre. Est-ce que ça vous intéresse que j'en prenne un peu plus à cette période-là? Pourquoi pas? Là, vous pouvez aussi définir entre les participants de l'opération et peut-être trouver quelqu'un dans le périmètre de 2 km qui, lui, consomme plutôt en dehors de septembre à décembre et qui va être peut-être potentiellement très intéressé par ça. Céline, est-ce que... Ah oui, a priori, Céline est contente de la réponse. Merci Aurélien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous êtes timide ce matin ou alors c'est d'une limpidité incroyable. Moi, j'aurais juste une mini question. Je suis désolée encore, je suis béotienne. Dans l'exemple que vous avez donné, l'autoconsommation... Ah, alors, pardon, il y a une autre question. Quelle est la durée de vie d'une centrale? A-t-il prévu une solution de recyclage? Oui, tout à fait. Hein, mais c'est des questions qu'on a très régulièrement en présentation publique sur ces projets-là. Il faut savoir les modules qui sont installés, mais c'est des choix stratégiques qui ont été faits. Hein. Module assemblé en Europe, pas de terres rares, module photovoltaïque cadré, silicium cristallin, avec des solutions donc, qui sont à 95% recyclables dans l'usine qui est implantée à 20 km de Lyon aujourd'hui, qui est une première en Europe. Voilà. Ça, c'est quand même extrêmement important du coup à dire, mais ça dépend des choix des matériaux qui sont acquis par les maîtres d'ouvrage. Hein. Vous pouvez acheter du 100% asiatique comme vous pouvez acheter aussi du 100% français. C'est à vous de trouver où est-ce que vous mettez le curseur là-dessus. Durée de vie d'une installation, aujourd'hui, je vous ai parlé de 20 ans. Simon vous a parlé également de durée plus longue. Vous avez des opérations qui sortent jusqu'à 40 ans de durée de vie des installations. Il faut savoir que les fournisseurs garantissent aujourd'hui un module photovoltaïque sur une durée de vie de 25 ans. Donc, c'est la durée minimale sur laquelle on fait tout modèle économique actuellement. Et le dernier aspect, c'est que dans une installation photovoltaïque, il y a des choses qui durent un peu moins longtemps. Les panneaux, ils peuvent durer potentiellement très longtemps. Néanmoins, il y a des organes spécifiques, notamment l'onduleur, qui a convertir le courant continu en courant alternatif, qui est directement utilisé par nos usages. Ces ondules-là ont une durée de vie entre 10 et 12 ans. Donc, vous voyez, si vous faites une opération sur 25 ans, vous le changerez une fois au milieu de la vie. Par contre, si vous faites 30 ans, vous aurez peut-être intérêt à le changer 2 fois, de manière à ce qu'il dure plus longtemps. Voilà. Mais en soi, l'installation photovoltaïque, elle est censée durer le temps que durera votre matériau de couverture que vous mettrez en place à ce moment-là. Voilà. Ok, merci Aurélien. Alors ça y est, les questions se bousculent. Quelle est l'évolution envisagée pour le prix de l'électricité à 20 ans, s'il vous plaît? Eh bien, c'est souvent la boule de cristal qui parle à ce moment-là.
il est difficile de répondre à cette question-là. Je vais juste vous amener 2 éléments spécifiques. En France, on paie l'électricité très peu cher. Simon l'a dit tout à l'heure, vis-à-vis de nos voisins européens, on paie l'électricité extrêmement peu cher. Est-ce que ça va se maintenir dans les 20 prochaines années? Ça va dépendre des choix stratégiques qui vont être faits au niveau national. En tout état de cause, la stratégie nationale de transition énergétique garde une part importante du nucléaire, donc ce n'est pas dans 5 ans qu'on va avoir nos prix qui vont flamber. Ça, c'est un des premiers éléments, mais ça va clairement dépendre des choix stratégiques qui vont être faits au niveau national là-dessus. Deuxième élément, c'est que on n'a pas attendu le développement des énergies renouvelables pour voir le prix de l'électricité qui augmente, tout simplement parce que les prix de marché continuent à se développer de manière très importante au niveau européen. On prend en moyenne aujourd'hui entre 1,5 et 3% d'augmentation sur le prix des marchés à l'heure actuelle de manière annuelle. Donc ça veut dire que même si dans une hypothèse extrêmement pessimiste, vous considériez qu'on ne prend que 1% par an, alors on a déjà fait le calcul sur des entreprises et des particuliers avec une augmentation d'1% de leur facture par an, au bout de 20-25 ans, ça commence on voit la différence. Voilà. Ok, merci. Alors, une autre question générique et une autre sur le projet dont vous avez parlé. Samuel demande comment est pris en compte la baisse du rendement des modules qui fera diminuer la production et donc l'alimentation pour chaque consommateur. Oui. En fait, il y a 2 choses qui vont bouger dans une opération, comme je disais tout à l'heure, dans une opération de production photovoltaïque en tant que telle. Il y a la baisse du rendement. En moyenne, on perd 0,5% par an. Donc souvent, on prend l'exemple des véhicules électriques. On dit une batterie de véhicule électrique, au bout de 80% de sa charge initiale, elle est considérée comme obsolète. Du coup, on l'utilise pour des usages de seconde vie. Pour les panneaux, c'est exactement la même logique. On considère qu'au moment où ils ont atteint 80% de leur performance initiale, ils sont obsolètes. Bon, néanmoins, cette définition-là, elle est un petit peu complexe à mettre en œuvre, parce que moi, des panneaux avec 80% de leur rendement initial, je prends. Voilà. Donc ça, c'est pris en compte dans l'ensemble du modèle économique, parce que cette durée-là, elle est tout à fait prévisible. En tout cas, on a un très bon temps de retour là-dessus, au niveau mondial, sur la baisse des performances chaque année. Et je vous dis, moins 0,5% par an de baisse de performance. Par contre, d'un autre côté, il y a les dépenses d'exploitation qui, elles, augmentent. On sait que tous les ans, les dépenses d'exploitation vont prendre 1%, 1,5% par an. Mais c'est les seules choses qui bougent dans un système photovoltaïque. Donc, si vous savez ça, vous pouvez adapter, du coup, votre construction de votre modèle économique. Ce qui veut dire, par contre, effectivement, mathématiquement, que la quantité d'énergie qui sera disponible pour tous les consommateurs, elle va diminuer. Mais elle va diminuer de manière extrêmement légère et en tout état de cause, ben voilà, on se projette sur un horizon 20 ans où au maximum, on perdrait 20% de la production initiale. Donc c'est somme toute quelque chose de tout à fait raisonnable quand on le sait dès le début en tout cas. Ok, merci. Et dernière question, y a-t-il une suite de prévues sur le projet dont vous avez parlé pour essayer de se rapprocher du 100% de la consommation annuelle? Oui, alors, est-ce qu'il y a une suite d'une part et par ailleurs, est-ce qu'il y a cet objectif-là? Oui, alors juste avant, je ne l'ai pas aussi précisé du coup tout à l'heure, sur l'aspect recyclage, un panneau solaire photovoltaïque, c'est un déchet d'équipement électrique et électronique. Donc il est soumis à la réglementation et aujourd'hui, dès que vous faites rentrer un panneau solaire sur le territoire français, vous êtes obligé de vous acquitter de l'écotaxe qui est versé à un organisme européen qui s'appelle PVSIC, donc c'est un éco-organisme qui s'occupe du traitement et du recyclage des déchets. C'est cette écotaxe qui a financé la centrale qui est à Lyon. Voilà, je referme la parenthèse. Pour répondre à la question sur aller plus loin et couvrir 100% de la consommation annuelle des acteurs, c'est pas avec du photovoltaïque en autoconsommation collective que l'on va y arriver. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique d'autonomie énergétique sur les territoires que l'on adresse. On est sur une logique de production locale, et c'est-à-dire de faire à son échelle ce que l'on peut mettre en œuvre. Atteindre 100% d'autonomie énergétique va demander aujourd'hui à mettre en place des moyens de production qui vont être extrêmement coûteux potentiellement pour couvrir quelques cas de figure dont on avait la question tout à l'heure. J'ai une consommation de septembre à décembre, je vais devoir installer un système qui n'est amorti que sur 4 mois de l'année. Donc, on n'est pas vraiment dans cette recherche-là, en tout cas avec les territoires avec lesquels on travaille. On est plutôt dans la logique pour l'instant de démarrer et de démultiplier ces opérations à l'échelle de l'ensemble des territoires. Donc, plutôt que d'essayer de concentrer ou d'augmenter les opérations de manière locale, on essaie aujourd'hui de démultiplier l'ensemble des opérations pour couvrir un maximum, en ajoutant des boucles de 2 km, d'essayer de couvrir un maximum des participants potentiels qu'il peut y avoir à l'échelle d'un territoire. Et après, aujourd'hui, on met du système photovoltaïque. Demain, on pourra avoir des opérations combinées avec du photovoltaïque et de l'éolien. Je prends un exemple sur la mairie d'Étel dans le Morbihan.
on va mettre en place la première autoconsommation collective de France avec de l'hydroélectricité, du photovoltaïque souple et du photovoltaïque cadré comme on le voit ici. Donc ça va être aussi une autre manière d'essayer de démultiplier les outils de production pour essayer de couvrir un maximum de cette consommation annuelle. Voilà. Néanmoins, il faut quand même garder en tête qu'on utilise le réseau public de distribution qui est existant, donc c'est une excellente chose. Voilà, je pense qu'on a encore une marge très importante avant d'arriver à 100% de la consommation annuelle. Il faudra aussi travailler sur d'autres vecteurs énergétiques. Merci. Comme il est 10h05, je vous propose que Nadji, pour le CIMEL, rentre encore plus dans du concret avec un projet qui démarre. C'est ça. Nadji, es-tu là? Nadji, es-tu là? C'est tout un programme. Nadji, on t'entend pas. Je pense que tu n'as pas mis ton micro. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Ça y est. Et est-ce que vous avez la présentation? Oui. C'est bon aussi. D'accord. Alors, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Et donc, effectivement, je remercie Simon et Aurélien parce qu'ils ont bien préparé les terrains. Et donc, notre projet est en phase de planification, phase de préparation. Donc, je souhaitais un peu partager avec vous parce qu'il a quand même certaines originalités, particulièrement orientées vers les entreprises. Et donc, en termes d'agenda, je souhaitais d'abord parler un peu de CIML, présenter les projets. Je pense là, on va aller vite sur les projets parce que c'est déjà pas mal couvert par Simon Aurélien. Mais je vais faire un zoom spécifique sur l'intérêt pour les participants, surtout les entreprises, et pourquoi le CIML joue ce rôle, et quel est l'intérêt pour le CIML, et point d'étape et perspective. Alors, les CIML, c'est un syndicat intercommunal d'énergie des Maine-et-Loire, donc spécifique sur les départements, donc regroupe l'ensemble des communes avec les responsabilités, particulièrement des compétences obligatoires concernant l'organisation de la distribution d'énergie, particulièrement sur les réseaux électriques, avec le contrôle de l'exécution. Cette activité est déléguée à Enedis. En plus, il y a plusieurs compétences optionnelles concernant l'éclairage public, les gaz et mobilité. Il y a effectivement un fort action qui est mise sur les transitions énergétiques. Particulièrement, cette mission de transition énergétique, il y a un pôle spécifique qui accompagne les collectivités. Donc, les syndicats, il est là comme adhérent des collectivités, les communes et les EPCI. Je fais partie de ce pôle de transition et parmi justement les activités de ces pôles, c'est le lancement de ces premiers projets d'autoconsommation collective. Actuellement, les syndicats accompagnent les résidents par une plateforme qui donne accès ou qui permet aux différents habitants de pouvoir simuler les potentiels des solaires énergétiques et production énergétique photovoltaïque sur leur toiture. Donc, notre projet d'autoconsommation, donc je pense que c'était bien expliqué par rapport au contexte, les cadres légaux. Le contexte, c'est clair, on est clairement vers cette évolution. Évolution qui va aller de plus en plus vers ce qu'on appelle des communautés d'énergie locale, qui va commencer à prendre plus d'importance. Donc, les projets d'autoconsommation collective, vraiment, ce qui est un début vers davantage de développement de ces communautés. Je pense, on a parlé des prix d'électricité. Il y a incontestable que les prix d'électricité vont augmenter en France
vers de plus en plus alignement vers les prix européens. Et il y a une conscience très importante sur le développement de l'économie circulaire et locale. Et les entreprises particulièrement commencent à prendre conscience et à avoir des objectifs très importants sur les sujets. Alors, spécifiquement sur notre projet. Les projets se situent au nord-est de Angers, dans la zone industrielle d'Écoflon. Cette zone industrielle, il intègre aussi les ACC de Bezons. Dans ces paramètres intérieurs de 2 km, où les CML se trouvent, il y a plusieurs profils, plusieurs types de acteurs. Il y a clairement de certains industriels, parmi lesquels certains grands industriels comme Scania et Valeo. Mais il y a beaucoup de PME aussi, des services, des prestataires des services, beaucoup dans le domaine des bâtiments, de l'industrie et beaucoup de bureaux d'études aussi. Nous avons aussi souhaité, on cible aussi de diversification qui intègre aussi des stations d'épuration qu'on espère l'intégrer comme consommatrice. Et il y a aussi un quartier résidentiel et quartier d'inventaire qui appartiennent à la ville d'Écoflon. Il y a quelques établissements d'éducation, il y a un complexe sportif, il y a aussi un résidence saunière et un institut médico-éducatif. Donc c'est important d'avoir cette diversité de participants potentiels. On est en phase de recrutement actuellement. Pourquoi les variétés? C'est important parce que sur le domaine des productions, sur le domaine des productions solaires, on va avoir des productions les week-ends, les samedis, dimanches, où la plupart des entreprises dans la zone ne travaillent pas pendant cette période. Donc, par exemple, une résidence saunière peut consommer cette production, au moins une partie de cette production. Donc, ça, c'est important pour augmenter le taux de autoconsommation collective. Il y a eu des questions sur comment l'augmenter. C'est une façon de le faire, d'essayer de l'augmenter au maximum. Donc, quel est l'intérêt pour les participants? Donc, il y a un intérêt d'abord pour à la fois dans ces communautés, il y a des consommateurs et il y a des producteurs. Donc, les consommateurs, l'idée en réalité, c'est réduire les prix d'électricité, la facture et assurer d'obtenir une électricité verte. Donc ça, c'est la durée d'une vingtaine d'années. Si on essaye l'objectif, c'est avoir un tarif fixe sur la durée. Donc, avec l'augmentation constante du tarif d'électricité sur les marchés, on pense que pour les consommateurs, il y aura vraiment un intérêt économique. Pour les producteurs, il y a quand même pas mal de discussions. Simon a parlé que c'est vraiment un vrai challenge pour les producteurs d'avoir un retour intéressant. Néanmoins, on pense qu'on peut optimiser, on va parler un peu plus comment on peut faire ça, on va essayer d'optimiser sur les capacités, sur les volumes de production et sur les mix producteurs-consommateurs. Et surtout, on va attendre aussi, on va voir l'arrêté tarifaire qui, on espère bientôt va arriver, qui va simplifier ces tâches et va sécuriser un peu plus pour les producteurs l'intérêt de s'intégrer à ce type de projet. Pour les producteurs, particulièrement, le fait que le CML va jouer le rôle de PMO va faciliter énormément les démarches et ça va être un gain de temps très important de sécuriser, d'organiser toute cette démarche collective et assurer les pérennités et les continuités d'un tel projet. Pour l'ensemble de participants, il y a clairement un intérêt de point de vue environnemental. Pour les entreprises,
je dirais, je fais un point spécifique sur l'objectif. Quasi-totalité des objectifs des entreprises, elles ont des objectifs RSE. Un certain nombre important des industriels intègrent des objectifs d'utilisation d'énergie verte, d'électricité verte dans la production. De plus en plus, on voit ça. Et aussi, il y a les décrets terriciaires pour toute nouvelle construction de plus de 1000 mètres carrés. Il y a une obligation en plus. Donc, je pense pour les entreprises, il y a un intérêt de regarder ces sujets de près. Clairement, il y a cet intérêt d'économie circulaire, il y a cet intérêt aussi de développement d'économie locale. Donc, sur le développement d'économie locale, il y a l'étude récente des énergies partagées, l'étude récit qui montrait clairement sur un projet qui est maîtrisé localement, qui est développé et qui est financé localement, on peut avoir 2 à 3 fois plus des retombées économiques locales pour les participants, du fait qu'il y a l'investissement, essentiellement un investissement des investissements locaux. Donc voilà comment on voit l'intérêt pour les différents participants. Pour les CML, quel rôle le CML va jouer? Le CML va jouer plusieurs rôles. Il y a clairement le rôle des personnes morales organisatrices, c'est rassembler les participants à faire les liaisons avec Enadis, donc simplifier toute cette complexité pour les participants potentiels à ces projets, les simplifier, les cacher et gérer par les CML. En plus, l'idée, c'est fournir des services à valeur ajoutée. Ça veut dire aider ces participants qui souhaitent être producteurs, les aider avec de nouvelles opportunités. Donc, on va essayer de faire des simulations pour dire, voilà, quels sont les volumes de production optimales pour augmenter le taux d'autoconsommation individuelle d'abord, parce que cet taux va jouer un rôle très important sur le retour économique. Donc, on va travailler aussi sur la notion des marchés groupés pour les études et travaux et pour essayer d'avoir des meilleures prestations à des prix compétitifs. Et sur la phase d'opération, il faut bien suivre les productions et avec des outils de suivi pour s'assurer une optimisation sur la durée, optimisation technique et optimisation économique. Les CML va jouer aussi, soit jouer le rôle de producteur sur ces toits de ces locaux ici Conflans, et bien entendu, on va être un consommateur. Donc, au-delà de ce rôle, quel intérêt pour les CML? C'est un acteur public, donc c'est quelque part aussi, c'est une sorte de collaboration publique-privée avec les entreprises, mais aussi on a un intérêt, on souhaite continuer à développer l'expertise. Donc, à la fois l'expertise, c'est associé à l'autoconsommation individuelle et collective, mais dans notre projet, on va intégrer des éléments de pilotage de consommation. Pilotage de consommation au niveau bâtiment, on va intégrer le stockage aussi. Nous avons un certain nombre de véhicules électriques, donc la question de comment utiliser les batteries des véhicules électriques pour aussi alimenter les consommations électriques du bâtiment. Toutes ces questions de gestion intelligente, on va l'expérimenter et ça, on pense que ça va aider aussi, on va pouvoir les partager aussi avec les autres entreprises pour qu'elles souhaitent éventuellement appliquer certains de ces éléments pour ses propres besoins. Donc clairement, pour nous, dans le cadre d'accompagnement de transition énergétique, pour nous, c'est une démarche vertueuse qu'on souhaite les développer. Et comme on l'a vu dans le cas des Morbihan Énergie, notre objectif aussi, c'est développer un modèle générique pour les départements que soit appliqué et qu'on puisse accompagner des différents acteurs sur le département. Donc, Naji, excuse-moi, je me permets de t'embêter parce que pour qu'on ait le temps d'avoir des questions des entreprises ou des gens qui sont là avec toi, comme il est déjà 19, c'est juste pour te prévenir, d'ici 5 minutes, il faudrait que tu aies fini ton intervention. C'est parfait. C'est parfait. Ok, merci. Merci. Alors,
où est-ce qu'on est sur ces projets? Les premières choses qu'on a déjà fait, c'est bien entendu échanger avec les autres syndicats des CIDELA, des CIDEV et de Morbihan Énergie pour le retour d'expérience. Donc, effectivement, on récupère pas mal de travail particulièrement sur les sujets juridiques, les montages juridiques, les conventions PMO qui sera utilisées et personnalisées pour les besoins de notre projet. Nous avons aussi un soutien de la région, soutien financier de la région. Nous avons commencé les communications au recrutement des participants. On organise un petit déjeuner aux locaux de CML les 24 juin. Et pendant la période de juin à décembre, il y aura toutes les études, pré-études techniques, économiques et juridiques avec démarrage des travaux au début de 2022. Dernier point que je souhaite partager avec vous, qu'est-ce qu'il y a qu'on pense spécifique sur ces premiers projets? D'abord, c'est un premier projet dans les départements d'envergure, d'autoconsommation collective. Nous allons être dans un contexte multiproducteur. La plupart des projets, où il y a une bonne partie des projets actuels, c'était essentiellement un producteur du secteur public avec des consommateurs des différentes, des privés, des entreprises et résidentielles et des bâtiments communaux. Là, ici, on a une entreprise avec des profils très diversifiés, donc c'est intéressant on trouve. On souhaite répliquer, trouver ces modèles qui est orienté vers zone industrielle et des AC. Donc, il y a un intérêt spécifique, à mon avis, pour ce type de zone. Et finalement, on souhaite travailler sur des points d'optimiser le retour économique, à la fois de couplage entre autoconsommation plus les gestions intelligentes des bâtiments. Et l'objectif est le stockage, bien entendu, véhicules électriques. Et donc, l'objectif, c'est augmenter l'autoconsommation, le taux d'autoconsommation individuel avec ces couplages-là, qui fait que l'ensemble des projets deviennent plus optimisés économiquement. Voilà, j'arrête ici si vous avez des questions. Je vous remercie beaucoup. Merci Naji. Je n'ai pas de questions qui sont apparues. Est-ce qu'il y a des besoins de précision? Vous avez les coordonnées de Naji sur la PowerPoint si jamais vous êtes dans le périmètre et que ça vous intéresse. Il reste, comme convenu, 6 minutes. Est-ce qu'il y a des demandes de précision, soit sur le projet du CML, soit plus globalement? Est-ce qu'il y a des choses qui restent peu claires sur les projets d'autoconsommation collective? Sinon, je vais avoir interrompu Naji pour rien et je vais culpabiliser beaucoup. Non, mais c'est... je pense que j'avais le temps nécessaire, Pauline, donc... Alors, ça y est, des questions arrivent. Pour le projet du CML, donc c'est pour toi, Naji, vous envisagez quelle puissance pour l'installation? Donc, très bonne question. Alors, déjà, pour nous, on est pour les sites des CML, les minimums, je dirais, on sera autour de 100 kW crête. Ça représente la capacité des sites des CML. Donc, pour le moment, on ne peut pas vraiment prononcer parce qu'on est en phase de recrutement. Donc, il y a plusieurs entreprises qui sont déjà exprimé l'intérêt d'être producteurs. Et je pense d'ici septembre, on serait capable de bien estimer quel est le potentiel. Ça peut être très, très varié parce qu'il y a quelques sites importants. Ok. Édouard a une question. Pensez-vous que l'autoconsommation collective puisse inclure le biogaz un jour, à travers notamment la valorisation des déchets verts, restes alimentaires, etc., dans le cadre de micro-réseaux locaux? Donc ça, c'est une question plus ouverte à tous les intervenants. Alors, je vais peut-être laisser Aurélien répondre à ça, parce que ça rentre aussi dans un cadre plus général d'énergie renouvelable, et pourquoi pas. Mais juste, je mentionnais pour notre
Justement, l'exemple des pilotages des bâtiments, nous avons notre station GMV ici, et donc on pense pouvoir piloter la consommation électrique de cette station justement en intégrant ça dans notre projet. Donc ça va être un du sujet. Mais pour les biogaz, je laisse peut-être Aurélien les traiter. Oui, en fait, sur la partie biogaz, aujourd'hui, l'autoconsommation collective ne regarde que les questions d'électricité. Donc, pour tout ce qui va être injection de gaz sur le réseau, il y a d'autres thématiques qui ont déjà été travaillées, notamment la possibilité de réinjecter le biogaz à une échelle plus large, à savoir sur le réseau de transport plutôt que sur le réseau juste de distribution. Par contre, il y a l'aspect biogaz qui peut être utilisé dans le cadre de cogénération avec injection d'électricité. Rien n'empêche ces installations de méthanisation, pour le coup, avec cogénération, d'intégrer une opération d'autoconsommation collective. Néanmoins, je ne crois pas que ça existe à l'heure actuelle, donc potentiellement, pourquoi pas. Ok. Il y avait une question sur y a-t-il d'autres projets de ce type sur le Maine-et-Loire? Alors, si c'est un projet comme celui du Siemel, j'imagine, c'est ça, Daniel, votre question? Alors, de mes connaissances, il y a des petits projets limités à des bâtiments comme de logements sociaux, mais au niveau bâtiment. Ok. Alors, je pense que Titouan réagissait à ce que vous disiez, Aurélien. Aujourd'hui, dit-il, de plus en plus de projets d'autoconsommation collective utilisent des modules de cogénération, valorisation de la production d'électricité, autoconsommation, et utilisent donc du biogaz. Des projets existent. Donc, c'est Titouan Cavant qui semble connaître ce Titouan. Si vous voulez en parler une seconde, n'hésitez pas. Oui, c'était juste pour compléter ce qui était dit par Aurélien. Et du coup, sur la cogénération, en effet, il y a des projets qui se lancent aujourd'hui en cogénération. Ok, très bien. Alors, il n'y a plus de questions là. On n'a pas du tout. Moi, photovoltaïque, je l'associais beaucoup à la mobilité électrique. Est-ce que du coup, ça peut aussi rentrer comme ça? Oui, en fait, sur la mobilité électrique, c'est une des voies d'évolution des opérations d'autoconso collective, ce que disait Simon tout à l'heure. Si tant est que soit confirmée la possibilité pour l'autoconsommation collective de rentrer dans l'arrêté tarifaire, ça deviendra finalement une évolution du modèle actuel avec une ségrégation du producteur. Et donc, pour le coup, on aura un intérêt aussi à avoir des opérations qui partent de manière peut-être sécurisée, avec une logique de je vends la totalité de mon électricité, et puis quand demain j'ai suffisamment de consommation, je bascule dans une opération d'autoconsommation collective, soit pour des raisons économiques, soit pour des raisons techniques. En tout cas, l'augmentation des usages électriques fait que ça fait évoluer les opérations d'autoconsommation collective, et de manière très favorable. Ok, merci. Je crois que nous n'avons pas d'autres questions. De toute manière, il est 28, donc on est bien on time. Peut-être juste l'occasion de conclure en espérant que ce webinaire a éclairci les choses de votre côté et que on propose donc, Horace et la CCI proposent une autre session sur ce thème un peu collaboration interentreprises et énergie le 9 novembre et ce sera sur la récupération et la mutualisation de la chaleur fatale. Des choses que je ne maîtrise pas non plus du tout. Bonne question de Edouard. Est-ce que les slides seront mis à disposition? Je pense que oui, Marion. Oui, on partagera du coup à tous les participants les supports. Et puis le replay également. Et on a une vidéo, mais qui va être très lourde, de 1h30, donc éventuellement, on peut vous envoyer ça également. N'hésitez pas à revenir vers nous pour nous faire fantastique. Super. Des retours. Si vous avez des idées ou des besoins d'informations sur d'autres thématiques, n'hésitez pas à nous les suggérer. On pourra essayer d'organiser d'autres types de points comme ça, en espérant pouvoir être en présentiel bientôt. Exactement. Eh bien, il est 10h30. Merci beaucoup. Merci à tous. Simon n'est plus là, mais merci beaucoup Aurélien et Naji. C'était, je pense, très concret. Et à bientôt.
à tous. Au revoir. Au revoir. Merci, à bientôt.